Moyen, âge africain. Épisode 3. Route du commerce, royaume spirituel et héros de l'Afrique médiévale. Plongez au cœur de l'Afrique médiévale dans cet épisode 3 de Le secret du temps. Découvrez les routes du commerce qui faisaient circuler l'or et le sel, les royaumes spirituels où la foi guidait les sociétés, et les héros et conquérants qui bâtirent des empires légendaires. Un voyage fascinant à travers le passé pour comprendre la grandeur et la richesse de l'histoire africaine. Likez, abonnez-vous et partagez pour continuer à explorer les mystères du temps avec nous. Prochain épisode, à ne pas manquer. Les mythes, la science ancienne et la cosmologie africaine révèlent leurs secrets. Les routes du commerce, les veines de l'Afrique médiévale. Bien avant que les caravelles européennes ne sillonnent les mers, l'Afrique médiévale possédait déjà ses propres autoroutes du commerce. Des routes invisibles tracées à travers les sables brûlants du Sahara, les forêts denses du Congo et les côtes parfumées de l'océan Indien. Ces routes étaient en les veines battantes du continent, faisant circuler l'or, le sel, les épices, les idées et les croyances. Elles reliaient les peuples, bâtissaient les royaumes et façonnaient la richesse d'une Afrique souvent oubliée des manuels, mais dont le rayonnement atteignait déjà le monde entier. Les routes transsahariennes, les royaumes de l'or et du sel. Au cœur du Sahel, entre le 8e et le 15e siècle, se tissa un réseau d'échanges qui allait transformer durablement le destin du continent. Les routes transsahariennes reliaient les grands royaumes d'Afrique de l'Ouest Ghana, Mali, Gao, puis Songhai aux cités marchandes du Nord comme Sijilmassa, Tlemcen ou Tripoli. Des milliers de chameaux formaient d'immenses caravanes, avançant lentement à travers les dunes du Sahara, guidés par des marchands touaregs. Leurs marchandises ? Des blocs de sel gemme, extraits des mines de Tagaza ou de Bilma, indispensables à la survie et à la conservation des aliments. En retour, ils rapportaient de la poudre d'or provenant des rivières du Sénégal et du Niger, de l'ivoire, des peaux et parfois même des captifs vendus comme esclaves. Le commerce de l'or et du sel faisait battre le cœur économique de l'Afrique médiévale. Le sel, parfois aussi précieux que le métal jaune, valait son poids en or dans certaines régions. Et c'est sur cet équilibre, entre la richesse du Nord et la ressource du Sud, que s'éleva la puissance des royaumes ouest africains. Les cités du savoir et de la prospérité, Tombouctou, Djenné et Gao, les routes du commerce donnaient naissance à de véritables cités florissantes. Parmi elles, Tombouctou, Djenné et Gao devinrent les joyaux de l'Afrique médiévale. À Tombouctou, fondés vers le XIe siècle, les marchés grouillaient d'activités. Orfèvres, tisserands, marchands d'épices, scribes et poètes s'y croisaient. Mais cette ville n'était pas qu'un centre d'échange matériel. Elle devint un phare du savoir. Les érudits y enseignaient la théologie, la philosophie, la médecine et l'astronomie. Les manuscrits de Tombouctou, aujourd'hui conservés dans des bibliothèques, témoignent de cette effervescence intellectuelle. Djenné, pour sa part, était un centre agricole et commercial d'importance, connu pour sa mosquée en terre crue, chef-d'œuvre architectural et symbole de la fusion entre l'art soudanais et l'islam. Les Africains médiévaux croyaient en un Dieu suprême, créateur du monde, souvent distant, mais entouré d'esprits intermédiaires et d'ancêtres protecteurs. Les rites, les danses, les offrandes et les cérémonies servaient à maintenir l'harmonie entre les hommes, la nature et le monde invisible. Les prêtres, devins et guérisseurs jouaient un rôle essentiel. Ils interprétaient les signes, consultaient les ancêtres et assuraient la cohésion spirituelle de la communauté. Dans cette vision du monde, rien n'était profane. La pluie, la récolte, la santé ou la guerre avaient toutes une dimension spirituelle. Chaque événement terrestre était lié à un équilibre cosmique qu'il fallait protéger. Le rôle sacré des rois, entre pouvoir et divinité. Dans de nombreux royaumes africains médiévaux,
le roi n'était pas seulement un chef politique, il était l'incarnation vivante du lien entre les hommes et les dieux. Sa personne était considérée comme sacrée, et sa mission allait bien au-delà du gouvernement. Au royaume du Bénin, par exemple, l'Oba, roi, était perçu comme un intercesseur entre les ancêtres et le peuple. Chaque année, il accomplissait des rituels pour assurer la prospérité et la paix du royaume. Chez les Yoruba, le pouvoir spirituel du roi, appelé Assé, symbolisait la force divine qui lui permettait d'agir sur le destin. Dans l'ancien royaume du Congo, le roi Manikongo veillait sur l'équilibre spirituel du territoire, garantissant que les forces invisibles demeurent favorables à son peuple. Ce lien entre royauté et sacré se retrouvait dans tout le continent. Les sceptres, les trônes, les couronnes et les tambours royaux n'étaient pas de simples symboles politiques. Ils représentaient la présence du divin au sein du pouvoir humain, l'arrivée et la diffusion de l'islam. À partir du 8e siècle, une nouvelle spiritualité prit racine dans les régions sahéliennes et soudanaises. L'islam. Introduit par les marchands arabes et berbères empruntant les routes transsahariennes, l'islam ne fut pas imposé par la guerre, mais adopté progressivement à travers les échanges commerciaux et culturels. Les rois du Ghana, du Mali et du Songhai virent dans cette foi un instrument d'unité et un moyen d'accéder à un réseau diplomatique plus large. Le plus célèbre d'entre eux fut sans doute Mansa Moussa, empereur du Mali au XIVe siècle, dont le pèlerinage à la Mecque en 1324 marqua les esprits du monde musulman. Son voyage démontra la grandeur du Mali et fit de son empire un modèle d'équilibre entre spiritualité islamique et tradition africaine. L'islam donna naissance à une élite lettrée. Les érudits, juristes et imams formés dans les écoles coraniques de Tombouctou ou de Gao contribuèrent à la diffusion du savoir. Mais partout, cette religion s'adapta aux réalités locales. Les Africains conservèrent leurs coutumes, leurs langues et leurs rituels, tout en adoptant les principes du Coran. Le christianisme africain, foi ancienne et enracinée. Bien avant le Moyen-Âge européen, certaines régions d'Afrique connaissaient déjà le christianisme. L'Éthiopie, par exemple, fut l'un des premiers royaumes chrétiens du monde, converti au IVe siècle sous le roi Ezana d'Aksum. Durant tout le Moyen-Âge, le royaume d'Abyssinie, Éthiopie médiévale, conserva cette foi, malgré son isolement géographique. L'Église éthiopienne développa une identité unique, mêlant tradition biblique, culture africaine et influence locale. Les églises creusées dans la roche de Lalibela, construites au XIIe siècle, demeurent un symbole éclatant de cette spiritualité. Elles témoignent d'une foi vivante, enracinée dans la pierre, que ni les siècles ni les invasions n'ont pu effacer. Plus au nord, en Nubie, 3 royaumes chrétiens, Nobati, Makuri et Alodi, prospérèrent entre le VIe et le XIVe siècle. Ils établirent des relations diplomatiques avec Byzance et l'Égypte, bâtissant des cathédrales et des monastères au cœur de l'Afrique. Ainsi, bien avant la colonisation, le christianisme faisait déjà partie du paysage spirituel africain, adapté et interprété selon les cultures locales. Une coexistence harmonieuse, tradition et religion révélées. Ce qui distingue l'Afrique médiévale, c'est sa capacité d'intégration spirituelle. Les religions venues d'ailleurs ne détruisirent pas les croyances anciennes. Elles s'y mêlèrent, les enrichirent et formèrent des systèmes hybrides. Dans les villages, on priait Allah ou le Christ, tout en continuant de consulter les ancêtres. Les fêtes religieuses se teintaient de danses traditionnelles, de musique et de symboles anciens. Cette coexistence pacifique donna naissance à une spiritualité originale, où l'identité africaine restait au centre. La religion n'était pas une contrainte, mais un lien entre les mondes,
un moyen de comprendre la vie, la mort, la nature et le destin. Le rôle des sanctuaires, des masques et des symboles. Les royaumes spirituels d'Afrique se distinguaient également par leur architecture sacrée et leurs objets rituels. Les sanctuaires, souvent construits en terre crue ou en pierre, servaient de lieu de communication avec les esprits. Les masques représentaient des forces invisibles, utilisées lors de cérémonies pour rétablir l'harmonie entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Chaque symbole avait une signification précise. Le serpent symbolisait la renaissance. Le tambour était la voix des dieux. Le baobab, arbre sacré, reliait la terre et le ciel. Ces symboles n'étaient pas décoratifs. Ils étaient porteurs de mémoire et de puissance spirituelle, traduisant la philosophie profonde de l'Afrique médiévale. Une spiritualité au service de la société. Dans les royaumes africains médiévaux, la religion et la société étaient indissociables. Les décisions politiques importantes, guerres, alliances, récoltes, étaient précédées de rites divinatoires. Les jugements s'appuyaient souvent sur des principes spirituels, vérité, équilibre, respect des ancêtres. La foi servait de boussole morale et garantissait la cohésion du groupe. Ainsi, les royaumes spirituels de l'Afrique médiévale n'étaient pas des théocraties fermées, mais des sociétés profondément conscientes du lien entre le visible et l'invisible, entre la raison et le sacré. Les royaumes spirituels furent le cœur battant de la civilisation africaine médiévale. Ils donnèrent au continent son souffle moral, sa sagesse et sa profondeur. Dans un monde où tout était relié, le commerce, la politique et la foi, ces royaumes rappelèrent que la richesse matérielle ne suffisait pas. La grandeur d'une nation reposait aussi sur sa dimension spirituelle. Les héros et conquérants. Les bâtisseurs de l'Afrique médiévale. L'Afrique médiévale fut une terre de rois, de reines et de conquérants visionnaires. Leur héritage dépasse les frontières et les siècles. Ils ont bâti des empires, réuni des peuples, créé des lois, et parfois, par leur courage ou leur sagesse, changé le destin d'un continent tout entier. Ces héros, souvent oubliés des manuels, furent les architectes de la puissance africaine médiévale. Leurs histoires ne sont pas seulement celles de batailles et de couronnes, mais aussi celles de leadership, de foi et d'unité. Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, au XIIIe siècle, dans les plaines du Mandé, un jeune prince infirme, méprisé par les siens, allait devenir l'un des plus grands héros de l'histoire africaine. Soundiata Keïta. Fils de Naremagan Konaté et de Sogolon Labossu, Soundiata fut contrainte à l'exil par le roi Soso, Soumaoro Kanté, un tyran redouté. Mais le destin le rappela à son peuple. Rassemblant les clans dispersés du Mandé, il mena la bataille décisive de Kirina vers 1235, où Soumaoro fut vaincu. De cette victoire naquit l'Empire du Mali, un vaste royaume s'étendant du Sénégal au Niger. Soundiata établit la charte du Manden, considérée par certains historiens comme l'une des premières déclarations des droits de l'homme. Elle prônait la justice, la solidarité et la liberté de parole. Sous son règne, le Mali devint un centre de stabilité, d'abondance et de tolérance. Soundiata Keïta incarne le héros fondateur, à la fois chef de guerre et sage législateur. Mansa Moussa, la splendeur du Mali et l'or du monde. 2 siècles après Soundiata, l'Empire du Mali connut son apogée sous le règne de Mansa Moussa, 1312 à 1337. Son nom résonne encore comme celui du roi le plus riche de l'histoire de l'humanité. Mais au-delà de sa fortune, Mansa Moussa fut un symbole de piété, de diplomatie et de développement. En 1324, il entreprit un pèlerinage légendaire à la Mecque, accompagné de milliers d'hommes, de chameaux chargés d'or et d'esclaves vêtus de soie. À chaque étape,
il distribuait tant de richesses qu'il fit chuter le prix de l'or en Égypte pendant plus de 10 ans. Son passage marqua les chroniqueurs arabes, qui décrivirent le Mali comme un royaume d'abondance et de justice. À son retour, Mansa Moussa fit bâtir des mosquées, des écoles et des bibliothèques à Tombouctou et Gao. Il attira des érudits venus d'Égypte et du Maghreb, transformant son empire en un centre intellectuel mondial. Son règne illustre le mariage parfait entre puissance économique, foi spirituelle et rayonnement culturel. La reine Amina de Zaria, la lionne du Nord, au XVIe siècle, dans la région du Nigeria actuel, une femme marqua l'histoire par sa bravoure et sa stratégie militaire. La reine Amina de Zaria. Fille du roi Nikato, Amina fut formée très jeune à l'art de la guerre et au commandement. À la mort de son père, elle prit la tête du royaume de Zazo, Zaria, et mena de nombreuses campagnes victorieuses. Sous son règne, le territoire s'étendit jusqu'au Niger et au Tchad. Elle fit construire des murailles défensives autour des villes conquises. Certaines existent encore aujourd'hui et sont connues sous le nom de murs d'Amina. La reine imposait le respect aussi bien parmi ses alliés que chez ses ennemis. Son courage, son intelligence politique et son indépendance en firent une figure emblématique du pouvoir féminin africain. Amina de Zaria démontre que dans l'Afrique médiévale, les femmes pouvaient être des dirigeantes puissantes, des stratèges et des bâtisseuses d'empires. Sunni Ali et Askia Mohamed. Les maîtres du Songhai au XVe siècle, un nouvel empire s'éleva sur les rives du Niger, le Songhai. Sous le règne du conquérant Sunni Alibert 1464 à 1492, cet empire devint l'un des plus vastes de l'histoire africaine. Chef militaire redoutable, Sunni Ali mena des guerres victorieuses contre Tombouctou, Djenné et plusieurs cités voisines. Mais il ne se contenta pas de conquérir. Il mit en place un système administratif efficace, protégea le commerce et fit du Niger un axe vital entre le Sahara et le golfe de Guinée. Après lui, son successeur Askia Mohamed, 1493 à 1528, fit du Songhai un empire éclairé. Musulman fervent, il organisa des réformes religieuses et juridiques, créa des écoles coraniques et développa l'agriculture. Sous son règne, Tombouctou devint un haut lieu du savoir islamique, rivalisant avec le Caire ou Fès. Le Songhai symbolisa la puissance africaine à son apogée, une civilisation ordonnée, spirituelle et prospère. Chaka Zulu, le génie militaire du Sud. Plus au sud, dans les plaines d'Afrique australe, un autre nom allait marquer la légende. Chaka Zulu. Né vers 1787, il fut certes postérieur au Moyen Âge, mais il incarne la continuité de la tradition des grands stratèges africains. Chef de guerre visionnaire, il transforma une petite tribu en une puissance redoutable. Chaka inventa de nouvelles techniques de combat, dont la célèbre formation du corne de bœuf, qui permettait d'encercler l'ennemi. Il fit du royaume zoulou une force politique et militaire capable de rivaliser avec les puissances voisines. Son sens de la discipline, sa tactique et sa capacité d'organisation en firent une légende. Chaka ne fut pas seulement un conquérant, mais un réformateur, qui unifia les peuples et forgea un sentiment d'identité nationale. Autre figure de lumière. L'Afrique médiévale regorge de figures puissantes et inspirantes. Parmi elles, Idriss Aloma du Kanem Bornou, VIe siècle, grand réformateur musulman du Sahel, connu pour son sens de la justice et sa diplomatie. Nzinga Mbande, reine du Ndongo et du Matamba, Angola, qui résista courageusement à la colonisation portugaise tout en maniant avec brio la politique et la guerre. Osei Tutu du royaume Ashanti, qui unifia les clans Akan et créa un système de gouvernement centralisé fondé sur le trône d'or.
Ces souverains prouvent que, partout en Afrique, le leadership s'exprimait sous des formes variées, spirituelles, guerrières, diplomatiques ou intellectuelles, mais toujours animées par une vision de grandeur et d'unité. Les héros et leur héritage. Les héros africains médiévaux furent bien plus que des guerriers. Ils furent des bâtisseurs de civilisation. Ils laissèrent derrière eux des institutions, des lois, des routes et des traditions. Leur influence dépasse leur temps. Elle inspire encore les jeunes générations qui cherchent à redécouvrir une histoire longtemps oubliée. Dans leurs exploits se trouve un message universel. La grandeur d'un peuple ne dépend pas de sa puissance, mais de sa capacité à construire, à protéger et à transmettre. Les héros et conquérants de l'Afrique médiévale ne furent pas des ombres du passé, mais les piliers d'un héritage vivant. Leur courage, leur sagesse et leur foi ont façonné un continent fort, créatif et spirituellement ancré. De Sundiata à Amina, de Mansa Moussa à Askia Mohamed, ces figures rappellent que l'Afrique fut et demeure une terre d'empire, de savoir et d'inspiration. Les voies de la grandeur africaine. Au terme de ce voyage à travers les routes du commerce, les royaumes spirituels et les héros de l'Afrique médiévale, une vérité s'impose. L'Afrique fut bien plus qu'un continent oublié. Elle fut le cœur battant du monde ancien. Ses routes caravanières reliaient les océans et les déserts. Ses royaumes spirituels unissaient la foi et la sagesse. Ses héros et conquérants élevaient des civilisations entières. Des dunes du Sahara jusqu'aux forêts du Congo, des rives du Nil aux savanes du Sahel, une même force animait les peuples, la quête de grandeur et d'unité. Ces civilisations n'étaient pas isolées. Elles commerçaient avec l'Orient, échangeaient des savoirs avec l'Europe et inspiraient le monde par leur richesse, leur architecture, leur art et leur spiritualité. Elles prouvaient que la civilisation africaine n'a jamais été dans l'ombre, mais bien dans la lumière de son propre génie. De Tombouctou à Kilwa, de Gao à Great Zimbabwe, de Kumbi Saleh à Benin City, les pierres, les manuscrits et les légendes murmurent encore les traces d'une époque où le savoir, la foi et le courage se confondaient avec la royauté. Le secret du temps, une mémoire à réveiller si l'histoire a souvent voulu effacer ses pages, le secret du temps est là pour les réécrire, les raconter et les faire revivre. Car connaître ces héros, ces routes et ces royaumes, c'est retrouver la dignité d'un héritage universel. C'est comprendre que le temps n'efface jamais les grandes civilisations. Il les attend, qu'on les redécouvre. Chaque épisode de cette série est une clé ouvrant les portes d'un passé majestueux. Et ce n'est que le début. Si tu as aimé ce voyage dans le cœur du Moyen-Âge africain, mets un like pour soutenir la recherche et la narration de cette mémoire. Abonne-toi à la chaîne Le Secret du Temps pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partage cette vidéo afin que l'histoire de l'Afrique retrouve la place qu'elle mérite dans le monde. Et surtout, laisse un commentaire. Dis-nous quel héros ou royaume t'a le plus inspiré dans cet épisode. Dans le prochain épisode, nous traverserons de nouvelles terres et de nouveaux mystères. Nous irons là où les mythes se mêlent à l'histoire, là où la science ancienne et la cosmologie africaine défient encore la logique moderne. Un nouvel horizon s'ouvre, et le temps s'apprête à livrer un autre de ses secrets. Reste connecté. Le secret du temps continue.